dirai évidemment pourquoi, enfin je ferai une proposition. Alors d'autres approches, néanmoins, sur ce rapport photographie-son auraient été possibles, comme la question de l'espace, la spatialisation de la photographie et du son, notamment dans le cadre d'environnement, la question aussi des images mentales, c'est-à-dire en quoi la photographie produit-elle des images mentales, et pourrait-on parler d'une image mentale sonore. Mais compte tenu du fait que je souhaiterais aussi parler ce soir du cinéma et de la vidéo, je vais moins consacrer la première partie de cette séance justement à l'image sonore qu'à la question ontologique. Ensuite, dans une seconde partie de notre rencontre, je vous proposerai d'abord une brève étude sur le son au cinéma, qui tout de même a massivement irrigué l'histoire du son dans l'art contemporain. C'est une espèce d'horizon pour beaucoup d'artistes. Puis une autre brève étude donc, la conclura autour de la vidéo et le son dans les œuvres, en l'occurrence, de Pierre Huyghe, Christian Marclay et Pippi Lotieriste. Alors commençons par ce rapport que j'appellerai photophonographique. L'apport du principe photographique à une histoire du son dans l'art est donc aussi important que celui des correspondances qui a fait l'objet de notre première séance avec, je vous le rappelle, donc, outre cette question des correspondances, j'ai évoqué comme élément important dans notre histoire, si je puis dire, la question des avant-gardes historiques, et en particulier le futurisme, la poésie sonore avec cette pièce déterminante de départ qui était la Sonate de Kurt Schwitters et Fluxus. Bref, la question photographique est aussi à penser comme un élément moteur de cette histoire, mais il faut penser cet apport photographique moins pour ses conséquences que finalement pour ses causes. En effet, si en 1838, la technique photographique apparaît officiellement, c'est en 1877 que le phonographe est inventé par Thomas Edison, avec, pour ces deux machines, le même registre technique, enregistreur et reproducteur d'images et de sons, d'images ou de sons. Nadar, photographe génial, appelait d'ailleurs de ses voeux dès 1856 une nouvelle invention qui serait non pas pour voir, mais pour entendre, et il a nommé, de manière véritablement intuitive, le daguerréotype acoustique. Daguerréotype acoustique. L'intuition était visionnaire. Aussi, avec la création du daguerréotype, puis du phonographe, photographie et phonographie allaient enregistrer, reproduire et diffuser des signes visuels et sonores sur des principes similaires. Et c'est en cela que ça m'intéresse, ce rapport. C'est justement la question de ces principes similaires. Car avec ces deux dispositifs machiniques, il y a en effet une trace qui, à chaque fois, donne à voir ou à entendre in absentia, c'est-à-dire en l'absence du corps affiguré ou émetteur de son. Enregistrer des sons et ensuite écouter un son, tout comme photographier et donc donner à voir, c'est donner à voir une présence, mais en l'absence de ce à quoi ça renvoie, de celui, de celle ou de l'objet, du paysage. Et cette ambivalence de l'image et du son, donc, entre absence et présence, crée une poétique du manque qui va irriguer de nombreux projets artistiques en ouvrant sur un dispositif inédit, sur un nouveau type de perception sensible et imaginaire, bref, une nouvelle ontologie de l'image et des sons, entre présence et absence, donc. Ce sera donc une conception importante et répétée de mon approche du visuel et du sonore de ce soir, et en particulier dans cette première section de la rencontre concernant le photographique. Dès lors, un ensemble d'approches vont se décliner, à commencer à nouveau par des questions de correspondance. Ainsi, les correspondances de photographie de nuages d'équivalence, série d'Alfred Stieglitz, voilà, vous me demandiez qui était ce photographe, donc c'est Alfred Stieglitz, qui donc a réalisé dans les années 1920 une série de photographies de nuages qu'il intitulait Équivalence. Alors ces séries, parce que c'est un travail important qu'il a fait, s'établissent donc avec l'expérience de l'équilibre et du chaos, expérience de la musique qu'a l'artiste, perception du monde donc que figure la métaphore musicale,
à laquelle a recours ce photographe dès lors qu'il présente ses images. Je cite Stieglitz. Je me mis donc à travailler sur les nuages, chaque jour pendant des semaines et dans une grande exaltation. Je savais exactement ce que je cherchais. Une série de photos dont Ernest Bloch, le grand compositeur, pourrait dire la musique, mais c'est la musique même. Ce qu'il dit mot pour mot quand je les lui montrais. Donc ce principe d'équivalence vise finalement non seulement à traduire ou accompagner l'expérience musicale en photographie, mais aussi à restituer une expérience visuelle qui fasse penser à une sonorité, à un élément à entendre. Donc cette ouverture des formes graphiques, fabuleuses et musicales, sont aussi bien trouvables ensuite chez Man Ray, chez Man Ray, donc avec le violon d'Ingres en 1924, où finalement, presque comme avec tel un ready-made, en déposant ses archets, il va donner une connotation musicale à une photographie qui, par ailleurs, renvoie à Ingres qui était le peintre dont Man Ray était absolument passionné et admirateur. Ou également, autre travail sur des formes graphiques, c'est lorsque Arnold Newman réalise cette photographie, ce portrait d'Igor Stravinsky en 1960, trouvant une manière finalement de cadrer le compositeur au piano en liaison avec ce qui pourrait être une note musicale de manière extrêmement graphique, donnant donc un travail sur le proprement visuel, sur l'idée musicale en photographie. Et puis plus près de nous, pour être très large dans ces rencontres, plus près de nous, les expériences de The Sound Stories de Christian Marclay, qui, puisqu'il s'agit cette fois, donc c'est un travail très récent, 2018, c'est un travail de Christian Marclay, un artiste sur lequel je reviendrai notamment aujourd'hui, mais même généralement, c'est un artiste très important quand on étudie les relations entre la question du son dans l'art contemporain, et Christian Marclay donc, a réalisé cet ensemble de pièces à partir de l'application Snapchat, et réalisant à la fois un rapport musique-image, mais aussi tout un travail sur l'éphémère, l'aléatoire, le montage et la réappropriation. Pardon. Bref, revenons à notre petite archéologie des arts sonores. Apparaît également une déclinaison conceptuelle d'intérêts photographiques, plastiques ou musicaux, pour la part aléatoire qui relie musique et appareil de prise de vue. Alors, je vais ici faire référence à un travail, un livre de David Krups qui s'intitule « Les disques gâchent le paysage ». C'est un livre qui est sorti il y a quelques années, qui est extrêmement intéressant, qui a un titre qui fait directement référence à John Cage, et qui insiste sur d'ailleurs un élément que l'on connaît assez peu ou que l'on a un peu oublié. Aujourd'hui, il a un très grand intérêt pour les disques vinyles, pour les pochettes de disques, qui ont même une connotation très artistique, très plasticienne. J'y reviendrai d'ailleurs dans la dernière rencontre sur ces questions de visualité musicale. Mais dans les années 60, l'enregistrement et a fortiori le disque était extrêmement mal vu par des musiciens qui privilégiaient l'expérience vivante de la musique. C'est-à-dire que John Cage, et plus généralement des musiciens qui relevaient d'un certain type d'école musicale, à savoir la musique minimaliste de longue durée, les musiques également improvisées, le free jazz, les happenings, tous ces événements sonores conceptuellement ne pouvaient pas trouver place dans l'enregistrement. Et donc le disque était méprisé, le terme est fort, mais c'était ainsi, car l'enregistrement était une négation finalement de l'expérience temporelle, aléatoire et accidentelle qui étaient ces expériences musicales.
Donc, John Cage, dans Experimental Music, en 1957, insiste énormément donc, sur les nouvelles modalités musicales et considère par conséquent que l'enregistrement, enfin, les disques cachent le paysage. Ce étant, il réfléchit sur cette fabrication, sur la fabrication de disques, sur la fabrication de photographies, et il essaie de voir où est-ce que ces choses peuvent exister. Et ce qui l'intéresse dans l'appareil photographique, a priori on n'y pense pas trop dans sa démarche à Cage, mais ce qui l'intéresse dans la recherche photographique, c'est que finalement un fabricant d'appareils photo va vendre ses appareils à un photographe qui lui-même va prendre des photos, mais en déléguant à l'appareil la prise de vue. Et donc il y verra une espèce de succession d'aléatoires et de délégation du geste. La délégation du geste, c'est quelque chose de très important dans la musique cageenne, hein, j'ai longuement insisté là-dessus la fois dernière. Donc cette délégation du geste, finalement, elle appartient aussi au registre photographique. C'est un point de vue extrêmement original et très intéressant intellectuellement. Ça me permet finalement de revenir sur notre rencontre d'aujourd'hui. Ce qui m'intéresse finalement en photographie, ça ne sera pas de parler de l'image, mais de parler de ce qu'il y a avant l'image, c'est-à-dire le dispositif photographique. Et c'est ce dispositif photographique que d'une certaine façon nous allons relier au dispositif phonographique. On saura d'une certaine façon, enfin, les rapports ne sont pas au niveau de l'image et du son, ils sont avant l'image et avant le son. Alors, je prendrai plusieurs exemples et je serai assez précis dans ces analyses parce que c'est assez complexe, je veux également garder la logique de mon exposé. Alain Fleischer réalise en 1995 une installation qui s'appelle Stella Venezianer. C'est une installation faite de photographies de portraits de femmes recueillies dans des cimetières vénitiens et d'une bande-son sur laquelle une voix égrène les noms de ces troublantes disparues. La liste tragique de ces noms de mortes existe au seul état de sonorité. Donc là, vous voyez le livre qui a accompagné cette exposition, La nuit sans Stella de Alain Fleischer, je vais y revenir dans un moment, mais le portrait qui est en couverture est un des portraits issus de cette installation. Donc l'ensemble composant une proposition artistique autour des supports et de l'indicialité, c'est-à-dire de l'empreinte, de la trace, de la photographie et de la phonographie qui existent dès lors dans une forme poétique, fictionnelle et dramaturgique. Je cite donc les écrits d'Alain Fleischer dans cette nouvelle, La nuit sans Stella, qui accompagne l'exposition. Je commence ma citation. Délesté du corps mort qui bientôt se dissout dans la terre au fond de laquelle il cesse de peser, le nom flotte sans attache, sans référent, signifiant pur, enveloppe phonétique, forme prosodique ou musicale, sorte de haïku ou associé au prénom, tous deux forment les vers d'un poème à deux temps. Fin de citation. Alors, fort de cette absence et de ce suspendu sens, les noms, c'est-à-dire les sons, renvoient aux images qui les reflètent. Je reprends le texte d'Alain Fleischer. Ces photographies en médaillons sur les pierres tombales, elles aussi signifiant pur et enveloppe vide, signes qui ont perdu toute attache avec leurs référents, images qui flottent, seuls restent visibles au-dessus des restes invisibles. Donc on voit comment, dans les deux cas, l'image vibre de ce manque, de l'absence à laquelle elle renvoie, et inversement, le son procéderait de la même logique. C'est un élément à entendre, mais qui procède d'une absence, en l'occurrence, l'absence du son émetteur qui est forcément là, puisque le son enregistré n'en est que l'issue finale. Dans cette installation, la liaison entre le nom que porte la voix, élément sonore, et l'image du portrait des disparus se développe à travers la figure d'une enveloppe vide, énoncé possible du mot, du son ou de l'image en tant que signe. Cette approche spectrale de la photographie dont on voit la liaison avec le caractère invisible et lacunaire du son évoque évidemment l'approche spectrale de la photographie qu'a Roland Barthes dans La Chambre claire. Elle repose sur la nature de trace de la photographie. Roland Barthes parle d'adhésion au réel de ce type d'image. Donc, elle porte sur cette notion de trace et de fait sur le dialogue que la photographie établit entre la présence et l'absence.
Or, de telles approches nourrissent également une réflexion sur le sonore. Selon l'expression de Daniel Désé dans De l'écriture sonore, le sonore, je cite, « draine l'omniprésence du réel ». Drainer l'omniprésence du réel. Et sa première liaison avec la photographie réside dans ces signes ambigus qui révèlent dans l'absence et l'immatérialité quelque chose de présent. Alors, dès lors, des correspondances à l'art de l'installation, de la représentation de l'espace et du temps à leur perception, la relation entre la photographie et les sons établit un passage entre des pratiques d'art différents et leur ontologie, une traversée des problématiques structurant par défaut leur temporalité, continue ou instantanée, un passage entre photographie et son qui résulte d'un effet de présence et d'une absence issus de la notion d'enregistrement. Différemment sur le plan formel, mais dans une même perspective ontologique, Michael Snow expérimente les limites de chaque médium et leur enregistrement. Alors Michael Snow, vous connaissez cet important artiste pluridisciplinaire canadien, donc avec une œuvre en photographie, en cinéma expérimental, en vidéo, en installation et aussi en musique. Alors, ce qui est assez fascinant chez Michael Snow, alors là, bon, c'est une œuvre importante et très connue de lui qui s'intitule Autorisation et qui est en fait une espèce de polaroid qu'il constitue face à un miroir au fur et à mesure qu'il réalise le polaroid de lui-même, le constituant face à un miroir, il le colle sur un miroir, si bien que nous avons les différentes étapes du processus, et ça reste une œuvre emblématique de la photographie mise en abîme, la photographie en train de se faire. Bon. Ce qui est frappant, c'est que Michael Snow a également une œuvre de cinéaste expérimental et encore une œuvre de musicien, notamment avec le groupe CCMC. Et cette œuvre, que ce soit son œuvre de cinéaste, un cinéma expérimental notamment basé sur le temps, sur l'élongation du temps, sur l'étirement du temps, ou son œuvre de musicien d'improvisation, une espèce de free jazz extrêmement radical, bon, très expérimental. À chaque fois, on a l'impression qu'il expérimente au plus loin les possibilités de chaque médium, comme ici dans la photographie, pareillement dans ses disques, pareillement dans ses films, et il n'y a pas véritablement de rapport entre eux. C'est-à-dire qu'on peut connaître le Michael Snow musicien sans savoir qu'il est également photographe. Mais en revanche, à chaque fois, il expérimente au plus loin, justement, cette ontologie du médium. Je fais également référence à une installation de Bertrand Lamarche, Phonogramme, qui, de la même façon, interroge en 2015 la transcription du son dans le cadre d'installations photographiques en jouant sur des situations graphiques, phoniques et plastiques. Oui, pardon ? Celle-ci ou la précédente ? C'est Phonogramme. Et vous aurez plus d'informations sur le site de la galerie Poggi, P-O-G-I, qu'il avait exposé. À travers ces différents exemples, je veux vous montrer en fait ce point de rapprochement entre le photographique et le phonographique à travers la notion de trace. C'est une notion très importante, un peu conceptuelle pour ouvrir notre rencontre, mais qui est aussi au point de départ de cette histoire. Je pense que c'est dans cette question de l'indicialité, de la trace, que le son recouvre une dimension qui le relie aussi aux arts plastiques. Comme on le voit en tout cas, il y a quelque chose de fondamentalement identique au principe photographique. Alors on va aller un petit peu plus loin dans cette notion de trace du point de vue sonore. Une passerelle serait ici trouvable avec la conception du sémiologue et philosophe américain Charles Sanders Peirce, qui a été souvent appliquée à la photographie. Cette passerelle est possible, et avec elle une analogie donc, entre la photographie et le phonographique, leurs ressources critiques, à travers justement la notion d'enregistrement, la notion de trace. Alors, reprenons quelques textes théoriques sur le son. D'après la lecture qu'a donnée Michel Chion dans Guide des objets sonores
en 1983. C'était une lecture du livre de Pierre Schaeffer, Traité des objets musicaux. Pierre Schaeffer, je vous le rappelle, compositeur et théoricien avec Pierre Henry de la musique concrète. La musique concrète, c'était une musique sur support fixé. Mais la définition va nous venir d'une certaine façon dans les lignes qui suivent. Donc pour Michel Chion, grand analyste de l'œuvre de Schaeffer, il y a donc dans l'œuvre de Schaeffer une acception du son comme signal physique. Alors le son comme signal physique, c'est le son qui reste à étudier dans ses paramètres acoustiques. Travail de physicien. Nous avons une autre acception du son, cette fois-ci, comme indice. L'indice, c'est ce qui renvoie à quelque chose, un événement, un agent physique. Et ensuite, il y a une troisième acception, et tout cela est très proche de l'univers de Peirce, mais une troisième acception qui est celle du signe. À travers lui, s'établit la compréhension d'un sens par rapport à un langage ou un système de valeurs. Dans le cas particulier du signe musical, il est alors comparé au signe linguistique classique. Puis, dans un livre ultérieur, Le son au cinéma, Michel Chion continue à s'interroger précisément sur cette ontologie du son qui finalement fait débat dans toutes les recherches et renvoie alors inexorablement à la part photographique du phonographique. Je le cite, « C'est là toute la question. Qu'est-ce que le son pour soi-même ?» Il ressort du traité des objets musicaux de Schaeffer, puisqu'il part des travaux de Schaeffer, que le son perçu pour soi-même, et non comme renvoi à une source ou à un sens, peut se nommer objet sonore. Voilà, nous avons la définition de l'objet sonore. Et il se définit par un certain nombre de qualités sensibles, de masse, de texture, de dynamique, de grain, pour lesquelles il a fallu trouver des classements et des dénominations nouvelles. Et pour cause, dans l'usage courant, le son n'est pratiquement jamais visé pour lui-même, mais comme véhicule qui nous mène vers la compréhension d'un sens, le son comme signe, dans le langage parlé notamment, ou vers la reconnaissance d'une source ou d'une anecdote causale. Le son comme indice, c'est un train, c'est quelqu'un qui monte l'escalier, c'est ainsi que l'on donne du sens au son. Alors on le voit, ce qui nous intéresse ici, outre que le son peut signifier, ou mieux signaler, c'est sa matière, sa plasticité, sa granularité. Et vous voyez en quoi cette conception nous intéresse, parce que précisément c'est elle qui va intéresser les plasticiens. Toutefois, ces remarques sur la nature de l'objet sonore s'articulent sur une autre caractéristique, le temps. Pour Pierre Schaeffer, le temps est une dimension perceptive essentielle du son et de ses supports, qui, là encore, produit des raccords très stimulants entre photographie et phonographie. Alors, je vais très brièvement résumer un texte qu'il avait écrit, c'est passionnant d'en prendre connaissance. Pierre Schaeffer, donc théoricien de la musique concrète, est invité par les rencontres internationales de la photographie d'Arles, donc la grande manifestation de la photographique en 1979, est invité justement à réfléchir sur la notion d'instantané. C'est passionnant que les rencontres photographiques demandent à un musicien travaillant sur support, puisque toute la musique concrète existe justement un enregistrement sur bande, de réfléchir à l'instantané. Alors voilà la définition qu'il en donne. Venons-en au son, puisque j'ai pris tant de soin dans mes propres recherches à désarticuler l'événement sonore, voire le discours musical, pour en isoler des fragments, ou mieux pour en discerner les objets constituants, ne vais-je pas être tenté de comparer à l'instantané photographique tel ou tel objet sonore extrait de son contexte, indéfiniment répété, comme le sillon fermé de nos débuts. Oui, on pourrait vouloir ce rapprochement, du moins pour ceux qui tentent ces hasardeux zigzags entre son et lumière. C'est que le temps ne s'est pas arrêté et que notre confrontation n'est pas vraiment pertinente, elle n'est que symbolique. Et encore, avec le son, il n'y a jamais d'instantané. Ça, c'est passionnant parce que ça veut dire qu'il inscrit le son véritablement dans la temporalité. On pourrait très largement discuter, d'ailleurs, d'un point de vue subjectif et perceptif. On peut imaginer que lorsque vous écoutez certaines pièces de Stockhausen ou de Ligeti, on a le sentiment véritablement d'un son qui est fragmenté, qui se casse, qui est segmentaire. Donc, mais en tout cas, on voit comment quelqu'un, réfléchissant sur les sonorités, trouve que le son relève de la temporalité, de l'écoute dans la durée, quand finalement la photographie, elle, de fait, est pour lui dans l'instantané. Alors, en même temps, c'est beaucoup plus complexe.
c'est beaucoup plus complexe dans la mesure où le temps, donner du temps, est constamment quelque chose que la photographie travaille. Nous avons par exemple, enfin, j'ai choisi 2 exemples parmi tant d'autres, on a par exemple les travaux du photographe américain Duane Michaels, qui fait des fictions photographiques, alors aussi bien, comme ici avec la série de l'Ange, donc à travers un ensemble de scénettes qui se construisent, j'ai presque envie de dire, presque comme un roman photo en quelque sorte. Parfois également, comme ici avec le miroir de l'incertitude, des séries qui l'accompagnent d'une écriture, et pas n'importe quelle écriture d'ailleurs, une écriture manuscrite, avec tout ce que ça finit de donner comme sentiment de perception temporelle à la lecture. Donc voilà une manière de donner de la temporalité au photographique. Et puis également, songeons aux expériences très littéraires, d'une certaine manière, de Sophie Calle, qui toujours inscrit la photographie dans des dispositifs, des fictions, des narrations, des situations, des synopsis, qui justement, comme ici avec Double Jeu, créent un ensemble de livres où à chaque fois la photographie est prise dans le mouvement du temps finalement, et de son exploration du temps. Alors, pour terminer cette partie avant d'arriver au cinéma sur la photographie, je voulais donner 2 exemples très précis, que je trouve absolument passionnants, l'un du côté de la photographie, l'autre de la musique, qui nous montrent justement ces relations et comment elles peuvent être perçues par des artistes, mais toujours sur cette idée que nous sommes d'une certaine manière, avant l'image et avant le son, nous sommes dans des concepts et des principes qui les rapprochent. En 1971-1972, pour exprimer l'idée de temps dans la photographie, Hugo Mulas va réaliser cette image. Elle appartient à une série qui s'appelle Vérification. C'est une œuvre absolument sublime, puisque Hugo Mulas était un photographe essentiellement portraitiste. Il travaillait pour de très grandes revues. C'était un remarquable portraitiste qui travaillait pour Vogue, Vanity Fair. Et il arrive à un moment de sa carrière où il s'interroge sur justement son geste créatif, son geste artistique. Et peut-être avec l'idée justement de sortir de cette photographie de type portrait dont il était vraiment un maître, mais qui limitait, disons, peut-être son ambition philosophique. Donc, il réfléchit sur la photographie à travers un dispositif qui consiste à donner 14 représentations de ce qu'est la photographie pour lui. Et l'une de ces représentations, c'est s'interroger sur le temps. Donc, il va réaliser cette image, qui est en fait une photographie faite lors d'une installation de Janis Kounellis, présentée lors de l'exposition Vitalita del Negativo à Rome, 1969-1970. En fait, il s'agit d'un pianiste, pendant cette exposition, qui interprète par intermittence un extrait du Nabucco de Verdi, légèrement modifié, de telle sorte que le motif revenait de façon obsessionnelle. Alors, je vais citer Hugo Mulas. Photo après photo, alors que l'image reste immobile, je me suis toujours tenu au même endroit, et les mouvements du pianiste, dans un espace si vaste, y demeuraient imperceptibles. La musique allait et venait, m'emprisonnant dans une sorte de cercle. Le résultat fut un rouleau de 36 clichés quasiment identiques. 36, non par choix délibéré, mais parce que c'est le nombre de prises de vue que contient un film ordinaire. Dans l'épreuve contact, les chiffres inscrits sur le bord de la pellicule se succèdent le long de l'image immobile. Si ceci n'existait pas, on pourrait croire à la répétition de la même image. Le temps acquiert ici une dimension abstraite. Plusieurs temps coexistent sur la même feuille et dans le même instant, hors de toute constatation réelle. Donc, au même endroit, il photographie des nuances extrêmement peu perceptibles, mais pourtant existantes, puisque le temps passe. Il y a un léger mouvement des mains du pianiste. Le photographe, lui, est au même endroit. Le temps passe, mais on ne le voit pas. Donc, il interroge ainsi tout à la fois ce temps musical perçu, ce temps photographique qu'il enregistre, immobile,
quasiment identiques. Adossé au temps musical, le temps photographique trouve dans une exploitation poétique ou métaphorique du temps sonore les motifs du débordement de ses propres marges. Alors on va avoir une expérience sensiblement, je dirais, parallèle chez le compositeur et musicien Pascal Dussapin. Il évoque dans un entretien l'intérêt qu'il a pour la photographie. Donc Pascal Dussapin, depuis quelques années, présente également ses photographies, a fait des livres entre photographie et musique. Alors que jusqu'à cette période relativement récente, en tout cas, à ma connaissance, il a rendu public ses travaux photographiques autour des années 2000, alors que depuis les années 80, c'est l'un des compositeurs français les plus joués, compositeurs de musique contemporaine les plus joués dans le monde, me semble-t-il. Donc, il évoque dans un entretien l'intérêt qu'il a pour la photographie à travers une série photographique sur les nuages, encore une fois. Je le cite. Pour cette couverture de disque, alors bon, ce n'est évidemment pas ce que vous voyez à l'écran. Hein. Pour cette couverture de disque, j'avais publié un fragment de planche contact plutôt qu'un nuage. Ce qui m'intéresse, c'est en quelque sorte le film. Il existe quantité de connexions entre mon amour des nuages et le mouvement en musique. En effet, regarder les nuages reste pour moi une source intarissable de réflexion liée au temps de la musique, non seulement au temps, mais plus encore aux allures, c'est-à-dire au développement ou à l'accumulation des masses que l'on peut rencontrer en composant. Ces réflexions purement musicales se réfèrent souvent à la désintégration et à la volumétrie en perpétuelle mutation des nuages. Alors, l'analogie entre les propos du Gomulas et ceux de Pascal Dussapin, et en ce qui concerne ce dernier, de Stieglitz, qu'on voyait au début de notre rencontre, analogie activée par cet usage commun de la planche contact, par ailleurs, ça c'est intéressant aussi de voir que c'est un élément qui, peut-être y a-t-il un rapport entre planche contact et partition, c'est à creuser, et d'autant plus précise qu'elle désigne finalement le temps photographique et le temps musical comme un précipité de temporalité contradictoire. À chaque fois on le voit, l'instantanéité rentre en contradiction avec la temporalité. Et à chaque fois, ces temporalités contradictoires disparaissent dans la photographie ou dans le son qu'ils font émerger. Alors, comme je vous le disais au début de cette rencontre, nous aurions pu également parler de dispositifs audiovisuels, par exemple ce qu'ils donnent à voir, à entendre, à percevoir, du point de vue phénoménologique, du rapport de la voix off à la photographie, ça c'est très intéressant. On fait toute une étude sur non seulement la manière avec laquelle la photographie pouvait apparaître au cinéma, mais comment elle était accompagnée de voix off. Et ça, c'est très intéressant. Il y a une espèce de rencontre très curieuse entre la photographie et la voix off. Vous l'avez bien sûr dans La Jetée de Chris Marker, mais vous l'avez également chez Agnès Varda ou chez Jean-Luc Godard. Une espèce de rencontre entre les deux. Il y a la question de l'imaginaire et des images mentales également, dont on avait parlé, ainsi d'une autre notion que nous aurions pu développer, qui est celle de l'inventaire ou de la classification. L'inventaire, la classification, ce sont des données intéressantes, parce qu'en photographie, comme du point de vue sonore, nous avons des artistes, voire des dispositifs qui permettent de créer des répertoires, des classifications, donc des inventaires. Et puis aussi un autre élément que j'aborderai peut-être la fois prochaine, si j'en ai le temps. Alors ça c'est un néologisme que j'ai inventé dans un de mes livres, la nécrophonie, c'est-à-dire le fait qu'il y a aussi bien dans la photographie, alors évidemment, je parlais de Roland Barthes, mais bon, la photographie nous met dans toute une tradition de la photographie comme un élément médiumnique, c'est-à-dire quelque chose qui renvoyant à de l'absence, peut mettre en relation avec un souvenir des disparus, le souvenir des morts. Et il y a toute une histoire du son aussi dans cette dimension-là, c'est-à-dire la puissance médiumnique du son. Les premiers enregistrements étaient vus comme des voix spirites, et ça c'est quelque chose qui continue à perdurer, le son enregistré comme possible conversation avec les fantômes.
Mais, comme nous sommes limités dans le temps, je voulais présenter cette importante analogie de principe entre la trace, l'enregistrement, afin d'évoquer maintenant un domaine essentiel de notre rencontre, celui de la plastique du son au cinéma. Alors, il y a plusieurs histoires de la modernité cinématographique. Elle peut être politique, romanesque, scénarisée, construite sur l'art du comédien ou sur les avancées technologiques du cinéma. Celle dont je vais vous parler ce soir, qui n'est d'ailleurs pas exclusive, elle peut se raccorder aux précédentes, c'est une histoire de la modernité cinématographique qui prend le dispositif visuel et sonore comme lieu du cinéma lui-même. Autrement dit, une histoire réflexive du cinéma, une histoire de la mise en abîme de l'œuvre dans l'œuvre, construite comme un miroir d'elle-même, et dans ce cas, à chaque fois, cette histoire prend le son, la bande-son, comme un élément déterminant de ce nouveau langage cinématographique. Alors évidemment, cette dernière approche reste souvent celle des cinéastes auteurs, dont elle donne à certains égards un critère esthétique de la lecture de l'œuvre. Les cinéastes du modernisme, comme de la modernité ou de la recherche cinématographique actuelle, ont en effet tous, sans exception, expérimenté les potentialités artistiques de la bande-son de leurs films. Alors la liste est longue, elle n'est pas exhaustive, mais elle montre bien l'ampleur de notre sujet. Eisenstein, Bresson, Tati, Wells, Hitchcock, Bergman, René, Rob Grillet, Duras, Godard, Fellini, Antonioni, Tarkovsky, Kubrick, Wenders, Lynch, De Palma, Greenaway, Sokurov, Van Sant, Ackerman, Grandrieux, Alonso. Ces cinéastes ont tous fait en quelque sorte des films aussi à regarder les yeux fermés. Un cinéma pour l'oreille en quelque sorte, même si j'emploie alors ce terme de façon anachronique, puisque comme vous le savez, c'est Walter Ruttmann qui en 1930 avec Weekend, film sonore sans images, en initia le concept. Bref, telle approche du cinéma moderne, où le son recouvre une valeur plastique, traverse l'histoire du cinéma pour trouver aussi l'une de ses explorations esthétiques dans, paradoxalement, le silence, et les films notamment de Robert Bresson, comme plus tard ceux d'Ingmar Bergman ou de Antonioni. Ces œuvres explorent en effet le silence comme une matière de la bande-son. C'est un choix esthétique. Il reflète alors du film, et selon les situations, son esthétique, sa dramaturgie, sa poétique de l'espace, de l'absence ou du temps. Robert Bresson avait cette phrase merveilleuse, « Le cinéma sonore a inventé le silence ». Il écrivait cela dans ses notes sur le cinématographe. Le cinéma sonore a inventé le silence parce qu'à ce moment-là, effectivement, le silence était un choix esthétique. Et on comprend bien, par exemple, dans le cinéma d'Antonioni, très souvent construit sur des difficultés de communication dans le couple, comment le silence recouvre toutes les tensions, les hésitations, les peurs, les inquiétudes des personnages. À chaque fois, la modernité cinématographique se mettra elle-même en crise pour se réinventer et à l'instar du silence, elle expérimente la part sonore du langage cinématographique. Toutefois, pour saisir ce mouvement du son au cinéma et bien la mesurer, il faut en revenir à l'histoire du cinéma elle-même, et en particulier au moment du passage du muet au parlant, car évidemment, le silence dont je parlais précédemment, encore une fois, c'est un choix esthétique. Alors, nous sommes en 1927. Avec le chanteur de jazz d'Alan Crosland, des scènes chantées apparaissent pour la première fois à l'écran dans un film qui est encore muet et produisent ainsi une réflexion sur le dispositif visuel et sonore. En effet, dans ce mélodrame, le héros, qui est de religion juive, hésite à s'engager ou bien dans une carrière dans le domaine du musical, d'où le titre, le chanteur de jazz, ou bien à suivre son devoir édicté par son père, qui est cantor à la synagogue.
Le son au cinéma prend alors corps dans le chant triste du héros, du chanteur de jazz, qui perpétuellement hésite face au chemin de l'existence qu'il doit choisir et qu'il doit suivre. Doit-il embrasser cette carrière de chanteur de cabaret, augmentée du fait qu'il tombe amoureux d'une danseuse, ou bien doit-il être cantor à la synagogue et se consacrer à la spiritualité et au chant religieux? Dans ce film, le son au cinéma apparaît autant comme une innovation technique que pour faire advenir dans le scénario la fiction comme tragédie. Nous avons en effet un double niveau de tension du rapport au son, celui de l'histoire des personnages, le chant du héros devant le refus de son père de l'entendre, et celui plus secret, interne au médium cinématographique. L'ensemble constituant un nouveau rapport sémiologique entre les images et les sons qui fait soudain irruption dans l'histoire du cinéma. Parce que ce qui est fascinant dans le chanteur de jazz, c'est que c'est véritablement une question de transmission. C'est la crise de la transmission. C'est à la fois le passage d'un cinéma à un autre. D'ailleurs, on retrouvera de manière très souvent explorée, c'est quelque chose de très étonnant, dans la comédie musicale américaine. Vous avez dans de très nombreux films qui restent dans notre mémoire collective comme des moments d'euphorie visuelle et sonore, la comédie musicale. Bon. Et très souvent, ça s'appuie à travers un scénario sur justement la question du muet, le passage du muet au parlant. Bon. C'est complexe, ce moment de l'histoire. C'est une question de transmission, et là, qui est à la fois générée au niveau de l'histoire du cinéma, également au niveau de l'image et du son eux-mêmes, c'est en fait un film muet entrecroisé de scènes chantées, et puis tout cela porté par cette tragédie, parce qu'on est en plein mélodrame, finalement un fils qui remet en cause la question de la transmission et de la relation au père. C'est d'une certaine manière un cinéma de la psychanalyse, mais à la fois dans les rapports entre les personnages, mais aussi entre le cinéma d'avant et le cinéma d'après. Enfin, si on peut dire les choses comme ça aujourd'hui. Alors précisément, l'année d'après, en 1928, devant cet avènement du cinéma parlant, 3 cinéastes russes, Eisenstein, Pudovkin et Alexandrov, vont écrire, devant cet avènement du cinéma parlant, Manifeste contrepoint orchestral, l'avenir du film sonore. Selon eux, le cinéma parlant menace le cinéma art qui jusque-là trouvait essentiellement ses ressources dans le principe de montage. Pour Eisenstein, le cinéma, c'est le montage, avant tout. C'est également une espèce de lyrisme, enfin, d'expressionnisme lyrique, constructiviste. Bon, là, je mélange un petit peu tous les termes, mais vous connaissez son cinéma extrêmement expressif, de plongée, de contre-plongée, de très grande expressivité des comédiens, de jeux d'ombre sur le noir et le blanc. Alors évidemment, l'effraction du son dans un tel vocabulaire visuel pose immédiatement un problème. Aussi, il préconise un décalage, parce qu'il va trouver une solution. Il préconise un décalage entre l'image et le son pour que précisément les potentialités proprement artistiques du cinéma ne dérivent pas vers le seul, et il prend cette expression, le seul théâtre filmé. Eisenstein, Pudovkin et Alexandrov privilégient alors la non-coïncidence entre l'image et le son qui conduira avec le temps à la création d'un nouveau contrepoint orchestral d'image-vision et d'image-son. Alors, cette intuition est proprement visionnaire. Elle va d'abord irriguer le cinéma d'Eisenstein lui-même. En effet, de l'expressivité lyrique, le cuirassé Potemkin, Octobre à l'abstraction formaliste, Alexandre Nevsky en 1938, sur une musique de Prokofiev, dont on va voir un extrait dans un moment. La stylisation de l'œuvre d'Eisenstein est toujours portée par une subtile et inventive dimension musicale, symphonique, silencieuse ou concrète qui trouve sa dynamique dans l'attention, image-silence, puis image-son. Voilà, donc je vais vous montrer un court extrait de Alexandre Nevsky.
C'est un film de 1938. Alors, il y a un film que j'aime bien d'Eisenstein, qui est un film de commande, qui n'a pas énormément enfin, qui n'a pas les ambitions, grandes ambitions d'Eisensteiniennes. C'est un film court qu'il fait à Paris en 1930, qui s'appelle Romance, mais qui est justement un assemblage d'images et de sons assez étonnant, qui montre bien les essais de déphasage qu'il essaie de construire. Quoi qu'il en soit, Alexandre Nevsky, c'est quand même une œuvre majeure. Hein, c'est un film qui date de 1938. La composition est de Prokofiev. Ce film, qui est un film de propagande soviétique, enfin comme une grande partie de l'œuvre d'Eisenstein, qui était jusqu'à un certain moment de sa carrière un cinéaste officiel avant de tomber en disgrâce. Eisenstein, qui est l'un des plus grands stylistes de l'histoire du cinéma, ce stylisme exceptionnel, on va le voir donc dans ce moment très fameux d'Alexandre Nevsky, qui est la fameuse scène entre les chevaliers teutoniques et les soldats d'Alexandre Nevsky. Donc nous sommes au XIIIe siècle, et Alexandre Nevsky est un héros national, à la fois un très grand prince russe et un très grand militaire. Vous allez à la fois voir comment se construit une musique de type épique, mais qui est toujours légèrement en friction malgré tout entre l'image et le son, jusqu'à la scène fameuse de la fin, qui relève quasiment de la percussion musicale pré-free jazz. Voilà, donc nous allons voir un extrait de ce film. Теперь их мечом не возьмешь.
Voilà, alors, historiquement, on est en 1938 et c'est une propagande, derrière les chevaliers teutoniques, c'est une propagande contre le nazisme, donc de l'Union soviétique. Donc ça, c'est un arrière-fond historique qu'il faut savoir. L'autre chose, évidemment, c'est que, pour ceux qui connaissent le film, qui est un film très long, là, ça a été un raccord, un petit montage des scènes, ça se développe beaucoup plus dans le temps. C'est une des scènes mythiques du cinéma, de l'histoire du cinéma épique. Mais ce qu'il faut voir, c'est donc cette espèce, ce rapport très percussif de la fin. Enfin, ça se termine vraiment, ce n'est pas un jeu sur les percussions, avec ce décalage et ce contretemps avec ces personnages donc, qui tombent dans le lac Pépouze, qui est le lac gelé, et qui montre bien comment il y a un travail véritablement d'orfèvrerie, de virtuosité entre le rapport dans le rapport entre l'image et le son. Effet sensoriel, tension, opposition entre l'image et le son, accompagnement aussi. Gilles Deleuze, on pense à la formule de Gilles Deleuze, qui, si elle n'évoquait le feu, comme c'était le cas, pourrait renvoyer à la glace que nous venons de voir. Gilles Deleuze avait cette très belle formule à propos de cette non-coïncidence en général, qui se réunit au cinéma. Le visuel et le sonore ne reconstituent pas un tout, mais entrent dans un rapport irrationnel, suivant deux trajectoires dissymétriques. L'image audiovisuelle n'est pas un tout, c'est une fusion de la déchirure. Superbe, c'est une fusion de la déchirure. On a vraiment l'impression de voir l'image, effectivement, se déchirer et fusionner devant nous avec ce lac gelé qui absorbe les images des chevaliers en même temps que la musique part presque dans une improvisation percussive. Alors, au-delà de cette conception de la non-coïncidence entre l'image et le son, que l'on retrouve donc, qui était la théorie eisensteinienne, elle va influencer le cinéma d'auteur, comme ultérieurement le cinéma expérimental et la vidéo. Ce sera même une forme de signature du cinéma artistique, recherché, sophistiqué, dès lors qu'il veut s'éloigner des formes convenues. Un cinéma d'auteur s'opposera justement à un cinéma moins recherché, qui lui surchargerait l'image de la signification du son. Alors, dans les rapports que l'image entretienne avec le son, dans l'œuvre du cinéaste Jean-Luc Godard, on peut trouver que cela participe de cette conception eisensteinienne du contrepoint audiovisuel. Alors, pourtant, il faut être rigoureux. Tout chez Godard est parasitage. Parasitage de l'histoire, des rapports sociaux, du jeu du comédien. Bon, donc si contrepoint il y a chez Godard, ça quand même irrigue un certain nombre de domaines du cinéma. Mais écoutons sa conversation avec Wim Wenders, cinéaste passionné par la musique, qui a fait beaucoup de documentaires sur des musiciens, mais qui a aussi toujours accompagné d'une musique très soignée son cinéma. Peut-être avez-vous revu la semaine dernière sur Arte, puisque Bruno Gantz nous a quitté Les Ailes du Désir, avec une bande-son musicale absolument exceptionnelle. Alors, ils conversent tous les deux, Godard et Wenders, et voilà ce qu'ils disent justement de leur rapport au son. Au montage, dit Wenders, j'ai beaucoup de peine à m'imaginer un autre son que celui qui était associé au départ à l'image. Mais cette association n'est pas la seule possible, rétorque Godard. Assis à la table de montage, je commence par visionner les images sans le son, puis je fais passer le son sans les images. C'est seulement ensuite que je mets les deux ensemble, comme ils ont été tournés. J'ai parfois le sentiment que quelque chose ne va pas dans une scène. Peut-être irait-elle avec un autre son. Alors je remplace un dialogue par des aboiements, par exemple, ou j'essaie avec une sonate. Alors, la très grande liberté de l'artiste, évidemment, mais si le cinéma de Godard aborde le son par la question du temps, qu'il mine de discontinuité, d'aléatoire, de chaos, la solution esthétique qu'il apporte à notre débat est à la fois ouverte et, une fois de plus, ontologique. Elle fragmente la durée sonore, en fait un segment temporel qui active celui de l'image et ainsi situe les ressources du cinéma au cœur du rapport image-son. Enfin, dernier exemple de notre brève histoire du cinéma, si je puis dire, c'est chez le cinéaste David Lynch que l'on trouvera un autre type d'expérimentation passionnante du rapport image-son au cinéma.
Or, pour David Lynch, le cinéma est aussi un art plastique. David Lynch, vous le savez sans doute, vient des arts plastiques. Il a une œuvre de peintre. Et sa légende biographique veut que ce soit l'irruption d'un élément sonore dans son activité graphique qui l'a mené vers le cinéma. En effet, bon, c'est ce qu'il relate, même si vous avez vu le documentaire qu'il a sur sa vie, il revient sur cette expérience. Il est encore étudiant aux Beaux-Arts, il est en train de peindre un tableau dans son atelier quand le vent entre par la fenêtre et fait vibrer la toile en produisant un son. Et à ce moment-là, c'est la scène primitive de son passage au cinéma. Donc c'est vraiment le son dans l'image, le son sur la toile, vraiment de l'art concret, si je puis dire. Alors, dès lors, depuis Eraserhead, son premier long métrage en 1976, la bande-son dans son cinéma deviendra un art en soi qui va trouver toute sa dimension entre images, silence et tension maniériste et organique de la musique, du son, du bruit. Alors, on va regarder un bref extrait de Lost Highway. Ça nous permettra de revenir sur à la fois l'univers visuel et sonore de David Lynch. Alors, c'est en anglais non traduit, je n'ai pas trouvé de version. Enfin, c'est assez simple. We've met before, haven't we? I don't think so. Where was it you think we met? At your house, don't you remember? No, I don't. Are you sure? Of course. As a matter of fact, I'm there right now. What do you mean you're where right now? At your house. That's fucking crazy, man. Call me. Dial your number. Go ahead. I told you I was here. How'd you do that? Ask me. How'd you get inside my house? You invited me. It is not my custom to go where I'm not wanted. Who are you? Give me back my phone. It's been a pleasure talking to you. Voilà, donc je vous prie de m'excuser, hein, j'ai pas trouvé de version. Voilà. Oui,
Oui, excusez-moi, je n'ai pas trouvé de fragment qui soit suffisamment bref pour être facilement diffusé et disponible et avec des sous-titrages. Mais ce qui est intéressant dans ce film, c'est que c'est un grand film du voyage mental. Et donc, nous avons là le personnage qui, en fait, c'est l'histoire d'une schizophrénie. Et donc, on voit comment le son de la fête est donc extérieur au personnage. Donc c'est le son ambiant. Ensuite, il y a ce personnage de Lost Highway qui est Mystery Man, cet homme en noir qui arrive près du héros et qui lui dit mais où êtes-vous, je suis chez vous, appelez chez vous, je serai au téléphone. Et à ce moment-là, on bascule dans un autre espace-temps. Et à ce moment-là, la musique disparaît. Évidemment parce qu'il y a la concentration des personnages sur la conversation, mais ce n'est pas non plus le silence. C'est une espèce de matière sonore assez construite avec des basses et des sons extrêmement matiéristes. Et ensuite, comme dans un rêve finalement, le personnage s'en va et la musique extérieure revient. Donc on voit comment le son a non seulement ici une dimension dramaturgique, il accompagne la bascule mentale de ce personnage. Tout est fait chez David Lynch sur des bascules. Une blonde qui devient brune, un meurtrier qui en devient un autre, un espace mental qui se transfère et se transpose. Tout est construit dans son cinéma sur un jeu d'inversion finalement. Et ici, le traitement du son permet cette bascule. Alors, évidemment, on aurait de très nombreuses approches concernant encore à étudier. On pourrait consacrer un ensemble de conférences sur cette thématique du son au cinéma. Il y aurait par exemple la vie des musiciens, la représentation de la musique au cinéma, et puis des récits clairement énoncés autour du son. D'ailleurs, dans certains films, le son, c'était le cas chez Alain Robbe-Gris, il voulait que le son soit le vecteur dramaturgique. Ce qui m'a intéressé aussi, c'est de faire, ayant travaillé sur le magnétophone à bande, j'ai repéré dans l'histoire du cinéma certains films qui fonctionnent avec des magnétophones à bande. Ce sont souvent des films policiers américains. En l'occurrence, si vous avez envie de vous prêter à l'expérience, La femme à abattre de Raoul Walsh avec Humphrey Bogart, Conversation secrète de Francis Ford Coppola, ou Blowout de Brian De Palma. Et à chaque fois, on se retrouve dans le même système, c'est-à-dire quelque chose est enregistré sur la bande, et il s'agit ou bien de découvrir ce à quoi ça renvoie, ou bien de comprendre un secret à travers cet enregistrement, ou bien de rentrer dans une énigme. Enfin, il y a quelque chose d'assez mystérieux qui, finalement, une fois de plus, nous renvoie à notre chambre noire photographique dans laquelle la photographie se révèle et l'image apparaît. Alors on terminera sur cette idée justement d'apparition. Un des plus grands films de l'histoire du cinéma, c'est bien sûr Citizen Kane d'Orson Welles. On va terminer avec Orson Welles. Juste une image, parce que la séance devra s'arrêter. Comme vous le savez, Orson Welles, avant de faire du cinéma, était un homme de radio. Il avait monté d'ailleurs, il avait monté une pièce radiophonique. Il y a ouvert les portes d'Hollywood très jeune. Il avait une vingtaine d'années. C'était La Guerre des Mondes qui avait mis, ça vous connaissez l'anecdote, qui avait mis les États-Unis en émoi. Et donc, en 1941, il réalise Citizen Kane. Et Citizen Kane, justement, c'est une histoire à la fois de secret, de révélation et de rapport image-son. C'est-à-dire que Citizen Kane, c'est l'histoire d'un milliardaire, Charles Foster Kane, qui meurt, c'est la première scène du film, en disant un mot. Rosebud. Il meurt, on le voit, il a une boule de neige dans la main, il s'écroule, Rosebud. C'est un homme spectaculaire, milliardaire, tonitruant, et immédiatement, la scène d'après, c'est un groupe de journalistes qui disent « Quel est le sens de ce mot Rosebud ?» Alors, ils sont entre eux. Est-ce que c'est la femme qu'il a aimée? Ils évaluent tous les termes, que cela le sens, mais personne n'y croit vraiment. En tout cas, le journaliste dit à son reporter, Rosebud, il faut trouver le sens de Rosebud, qui existe qu'à l'état de son. C'est un mot son, Rosebud. Et tout le film
qui permet à Wells d'inventer des tas de choses, comme notamment le flashback, puisque c'est constitué de 5 flashbacks. C'est la première fois que dans l'histoire du cinéma, le flashback devient vraiment le système narratif. Donc le journaliste va aller voir plusieurs amis de Kane. À chaque fois, on repart en arrière pour essayer de comprendre qu'est-ce que veut dire Rosebud, ce son Rosebud, qu'il dit en mourant, une fois de plus. Histoire nécrophonique. C'est le mot qu'il dit en mourant. Et en fait, on ne sait pas trop, et ils ne sauront pas. Et vous avez tous vu Citizen Kane, j'en suis sûr, mais bon, je vous dirai quand même pas quel est le sens de Rosebud. Mais en tout cas, le film se résout. La dernière image, c'est à la dernière image qu'on comprend. D'ailleurs, le spectateur comprend quand dans le film, on ne sait toujours pas le sens de Rosebud. Donc, à la dernière image, le mot apparaît à la dernière image. Et finalement, tout Rosebud, c'est ça. C'est le passage d'un mot son à un mot image. C'est en le voyant à l'image à la fin du film qu'on comprend le sens. Tout le film n'est que l'histoire du passage d'un mot son à un mot image. Et d'une certaine manière, le son au cinéma, c'est un peu cette histoire-là. C'est-à-dire, ça nous rappelle que le cinéma, c'est l'image, le mot et le son, et que précisément, le son a souvent véhiculé cette question de l'énigme, du secret en sous-main, de quelque chose qui anime le cinéma. Donc, comme je le soupçonnais, j'avais prévu une intervention un peu longue, mais ce n'est pas grave, puisque la fois prochaine, donc, ce sera le 18 mars, et ce sera sur les pratiques, la très grande variété des pratiques sonores. Donc, ce n'est pas grave, parce que je voulais traiter de la vidéo, et donc je pourrais tout à fait traiter de la vidéo lors de notre prochaine rencontre, le 18 mars. Donc, rien n'est perdu. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tenus par le temps. Question ? Merci Alexandre pour cette intervention. J'avais simplement une question qui me préoccupe depuis le début sur la question de l'ontologie de l'enregistrement, à savoir que faire de la question de la distinction des arts du temps et des arts de l'espace, qui d'un côté privilégierait donc la photographie comme un art de l'espace et le son comme un art du temps. Comment est-ce que on pourrait intégrer cette question-là dans cette fusion que tu proposes? C'est-à-dire que bon, là, on est forcément dans un cadre restreint. Mais d'ailleurs, c'est ce que je disais en partie. Il est tout à fait. On pourrait, avec plus de temps et en détaillant ça, mais bon, ça, je le fais dans les livres, de toute façon. La question par exemple, du son en tant qu'espace existe tout autant que la question du son en tant que temps. Il suffit d'aller dans une. Mais ça, c'est un peu. On en avait parlé la semaine dernière, la fois dernière, pardon, quand j'avais insisté sur le fait que dans l'histoire des arts sonores, finalement, parmi les premiers plasticiens à s'intéresser au son, il y a les sculpteurs. Parce que précisément, ils voient le son comme un volume possiblement malléable. Le son envahit l'espace. Le son devient volume. Et a fortiori, dans les environnements sonores, comme son nom l'indique, on est dans un volume et une spatialisation. En outre, à travers justement toutes les études musicales sur la spatialisation par le biais des enceintes, on avait parlé de l'acousmonium. J'avais aussi fait référence à cette pièce de Stockhausen, Hélicoptère, qui en fait est une pièce pour hélicoptère. Les musiciens montent dans les hélicoptères et jouent du ciel. Donc on a de la même façon une histoire du son et de l'espace, je dirais fort heureusement, et d'une certaine façon de la photographie aussi, à sa manière, la manière avec laquelle elle a débordé ses limites, enfin bon, dans son histoire plasticienne. Bon, là, j'insistais sur la question du temps, plus spécifiquement. Donc ça, pour te dire, je ne suis pas vraiment dans une confrontation art de l'espace, art du temps. Bon. Mais en revanche,
c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, parce que c'était la première étape avant d'aller vers le cinéma, c'est qu'on est à chaque fois dans des machines à enregistrer. Et ça, c'est important. Par exemple, si on étudie la voix, il est évident que quand on va étudier la voix, son s'il en est, bon, quand on va étudier la voix dans ses modalités esthétiques, ça ne sera pas du tout la même chose si on étudie la voix du chanteur, la voix de la cantatrice, du ténor sur scène, par exemple, et les impressions que ça suscite, et ensuite la voix enregistrée sur support. Parce que là, immédiatement, là, pour le coup, l'absence, elle est là. Alors qu'avec, au contraire d'ailleurs, avec la voix du ténor ou du comédien, on est au contraire dans ce moment extraordinaire de présence. Derrida en parle très bien de ça dans La voix et le phénomène. Et la voix et le phénomène, il explique que c'est le corps hors de soi. Il parle très bien justement de cette présence hors de soi. Mais il ne dit pas que c'est une absence, hein. Il dit c'est une présence hors de ma présence. C'est presque une présence redoublée. Voilà. Donc, tout ça pour dire que si c'est sur support enregistré, la voix, ce ne sera pas le même traitement que si c'est la voix du comédien au théâtre. Ou la voix quand nous discutons, qui est aussi une voix. Bon. Donc, tout ça pour dire que moi, je voulais aller vers le cinéma. Alors, art de l'enregistrement, s'il en est. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'est intéressant, cette ontologie de la photographie, de la phonographie comme première étape, parce que quand même, il y a une histoire des machines, il y a une histoire des enregistrements. Je ne sais pas s'il y a d'autres interventions, je ne vais pas monopoliser la parole. Simplement rajouter à ce propos la notion d'objet temporel. Est-ce que c'est quelque chose qui intervient dans ton analyse, la notion d'objet temporel qui se constitue dans le temps, comme c'est le cas du cinéma ou du son, précisément, et qui, semble-t-il, est rendu par cette question de la planche contact, la pièce de Hugo Mulas, par exemple, qui semble être une sorte de préfiguration d'un mouvement de photogramme, finalement, qui pourrait être cette intégration de l'image photographique dans un mouvement et donc dans un objet temporel, une dimension. Alors, tout à fait sur l'idée de temporalité, ça absolument. Bon, après, le mot objet dans les arts sonores est très connoté chez Ferrien. Voilà, c'est là où j'aurais une limite. Je pourrais pas. Je pense que c'est très. Je pense que c'est assez délicat de s'aventurer sur le terme d'objet temporel après toute la définition schefferienne, c'est-à-dire tellement de livres, tellement de bon, il a créé une radio, il a créé un institut, il a créé donc l'objet, s'aventurer à définir un objet temporel, par exemple, lorsqu'on parlerait du son, ça serait tout de même méthodologiquement oui. De la conscience dans le temps. Ah oui, oui, là, bien sûr, oui, là, tout à fait, dans le sens, après, dans un sens philosophique plus général et dans l'idée de la durée de la phénoménologie, bien sûr, l'idée phénoménologique, bien sûr. Mais c'est vrai que le terme d'objet est très, si je dis connoté schefferien, c'est un peu trivial. Non, enfin, il a vraiment inventé ce concept d'objet sonore. Donc après, évidemment, tout ce qui est perception phénoménologique, bien sûr. Oui, le son est du côté de cette expérience, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non. Du coup, on vous donne rendez-vous pour la suite de ce cycle le 18 mars pour le son dans l'art contemporain avec Alexandre Castres. Merci.